tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec un retour sur le match AS Monaco-Juventus qui avait lieu ce mercredi soir. Nous parlerons finance avec la CIFA, une ONG spécialisée dans la réforme du système financier qui a organisé un forum en principauté. Nous assisterons au Monaco Press Club avec Mathieu Ricard en invité. Nous irons à la 8e séance plénière du Conseil économique et social des jeunes et nous terminerons avec le programme de la saison 2015-2016 de l'Opéra de Monte-Carlo. Vous le savez certainement, le rêve s'est brisé pour l'AS Monaco ce mercredi soir. La Juventus a acquis son billet en obtenant un nul 0-0 en quart de finale de la Ligue des Champions. Retour sur l'événement avec Émilie Rousseau et Fabien Bonilla. Un quart de finale de Ligue des Champions, la Principauté n'avait pas vu ça depuis 11 ans et la belle épopée de l'équipe menée par Giuli, Morientes ou encore Perso. Mercredi soir, l'AS Monaco pouvait écrire une nouvelle page de son histoire après avoir connu quelques années de disette. Et ça, les supporters l'avaient bien compris. Pour preuve, le stade Louis II était plein pour ce sommet alpin entre le club de la Principauté et la Juventus de Turin. Mais tous n'avaient pas eu la chance d'avoir le précieux sésame pour assister à ce match retour. Ils se sont donc dirigés vers des établissements qui retransmettaient la rencontre, comme ici, à la brasserie de Monaco pour voir Monaco gagner, bien sûr. On veut voir Monaco gagner. On veut aller en gagner. Ça va être un peu compliqué pour devoir gagner, mais bon. Mais non, on va y arriver, qu'est-ce que tu dis? On va y arriver, on va aller. Ah. Comment vous voyez le match? Le match, pour l'instant, Monaco, ils ont bien le jeu, ils sont bien construits au niveau de défensif, contre-attaque, vitesse, etc. Je pense qu'ils sont assez développés pour l'instant, en espérant qu'on va gagner, hein. On croise les doigts. Hein. On sent bien. Là, je crois qu'on va gagner, c'est bon. Allez, Justement, un prono, qui marque, comment il va se passer ce match? Voilà, moi je dis doublé de Kurzawa. Et 2-0 ce sera bon. On rentre à la maison content. Génial, c'est super bonne ambiance comme d'habitude. On suit Monaco depuis le début, donc c'est génial. Les minutes passent, l'AS Monaco domine mais n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Solide défensivement, la Juventus ne laisse aucune chance à son adversaire et fait jouer son expérience aux grandes dames des supporters dont les visages en disent long. 2-0, ça va être compliqué. Continuez, restez haut. Il reste 2 minutes 50, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Steiner à la relance, on espère, qui est sur la trajectoire. Mais qui dégage ce ballon dans les pieds un peu déçu. Haut, là. Pourtant on avait quand même la majorité du jeu, donc Fabinho. Voilà, il n'y a que le destin qui peut nous venir en aide là, à ce stade-là. Donc voilà, on subit un petit peu sur la fin. Puis c'est le coup de sifflet final, match nul, 0-0. Les Rouges et Blancs auront tout tenté face à la Juve, mais leur aventure en Ligue des Champions s'arrête ici, après un très beau parcours. C'est dommage, c'est fini. Plein d'espoir réduit à néant. Voilà. Il y a la musique pour nous soulager, mais dans le corps, on est très très triste. Voilà. Un peu mal, déçu. Ouais. Ça s'est joué à peu de choses. Pour moi, c'était mérité, mais bon, la déception, mais d'un côté, on a fait un parcours quand même magnifique, donc bon, on va rester sur ça, je pense. Malgré l'élimination, les supporters monégasques ont tenu à saluer leur équipe qui n'a pas démérité, loin de là. Pour leur retour en Ligue des Champions, l'AS Monaco aura fait forte impression et sort de cette compétition la tête haute. Au chapitre finance, la CIFA a organisé un forum international pendant 3 jours en principauté. Parmi les thèmes abordés, les dettes publiques, le déficit budgétaire et la fiscalité débridée. Dominique Poulain vous en dit plus. Ce 13e forum a réuni des conseillers financiers indépendants, des hauts responsables des Nations Unies, des représentants d'ONG, des spécialistes de la finance et Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Tous y ont parlé économie et un constat, la crise de 2008 n'a pas été réglée. Les problèmes ont été reportés dans une inconscience politique. Si la situation ne semble pas pour autant désespérée, les solutions passent par les investissements. Les investisseurs de nos jours, c'est le moteur de la création d'emplois, c'est le moteur de la création de créativité et c'est ça le chemin qui va aider les gens
et en général l'économie à repartir, plus particulièrement en Europe, n'oublions pas que si vous voulez faire repartir une économie avec un cartel fiscal, ça va être très difficile. Tant qu'on ne stimulera pas la création de valeur ajoutée, et je pense que pour la jeunesse, pour la jeune génération, il est important de les encourager à créer de la valeur ajoutée qui, elle, résulte donc, qui va donner les bénéfices, qui permettra aux gens de se développer de manière harmonieuse. Si vous bridez cette capacité par de la réglementation ou de la fiscalité, forcément, vous n'allez pas permettre à l'économie de se développer de manière harmonieuse. Autre constat, la relance de l'économie passe aussi par le travail. Il faut encourager les gens à travailler et utiliser de leur créativité pour générer les fonds qui vont leur permettre de vivre modestement et non simplement s'appuyer sur l'aide sociale. C'est quelque chose qui ne passe pas toujours très bien. Défendre et protéger les intérêts des conseillers financiers indépendants ou encore remettre la finance au service des épargnants est le but de la CIFA, cette fondation de droit suisse à but non lucratif créée en 2001 sur l'initiative d'un groupe de conseillers financiers réunit plus d'1 million de personnes dans le monde et milite pour une régularisation plus forte, plus équitable et plus efficace. Et avant la CIFA, Mathieu Ricard était également l'invité du Monaco Press Club. Ce dernier vit dans l'Himalaya et a parcouru le monde pendant une dizaine d'années pour parler du bonheur, de l'altruisme et de l'homme. Le récit de Sandrine Nègre. L'enfer, c'est les autres. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Voici des phrases à bannir selon Mathieu Ricard et pour cause. Ce docteur en génétique cellulaire devenu moine bouddhiste est une formidable source d'énergie positive, très communicative. Il cherche à développer l'altruisme et la nécessaire bienveillance qu'il faut étendre autour de nous. Ceux qui se disent « moi en fait ce qui m'intéresse c'est mon bonheur », ils devraient savoir que la poursuite d'un bonheur égoïste, ça ne marche pas. Parce que moi, du matin au soir, ça vous rend un ami misérable. Et, comme disait mon ami philosophe Alexandre Jolien, dans la bulle de l'ego, ça semble renfermé. Donc, vous rendez l'ami misérable et vous la rendez aux autres. Parce que quelqu'un qui est tout le temps, qui pense qu'à lui, qui veut instrumentaliser les autres, il ne va pas se faire beaucoup de copains. Donc, d'une part. Deuxièmement, ça ne marche pas parce que c'est en porte-à-faux que la réalité, nous sommes fondamentalement reliés, interdépendants. On n'est pas des petites bulles séparées. Déjà une chose. Deuxièmement, si vous êtes altruiste, finalement, c'est le sentiment ou l'état d'âme ou la manière d'être qui est la plus épanouissante. Donc même si vous pensez qu'à vous, ce qui d'abord ne marchera pas d'ailleurs, mais sachez que si vous êtes vraiment ouvert à autrui, altruiste, bienveillant, solidaire, le but c'est bien sûr d'être ouvert à autrui, mais de surcroît, comme un bonus, vous allez aussi contribuer à votre propre épanouissement. Ce n'est pas un calcul. Si vous dites « Ah, je vais aider les autres parce que je vais être heureux », ça ne marchera pas, bien sûr. Et si vous êtes sincèrement ouvert à autrui, vous allez vous apercevoir que c'est aussi la meilleure façon de vous-même de vous épanouir. Donc c'est une situation où tout le monde est gagnant, tandis que la recherche égoïste d'accomplir vos buts, tout le monde est perdant. Et malgré les impacts négatifs des activités humaines sur l'environnement, les désirs égoïstes, le profit, l'argent et les conflits, Mathieu Ricard a foi en l'humanité et croit profondément que chacun d'entre nous peut encore changer. Il existe d'ailleurs de nombreux exemples devenus source d'optimisme. Je pense qu'il y a un mouvement quand même dans beaucoup de disciplines, aussi bien dans les sciences, en psychologie, les sciences de l'environnement, les sciences de l'évolution, que dans l'engagement dans les ONG. Tout ce qui est du commerce équitable, des microcrédits, du crowdfunding, du commerce éthique et responsable du point de vue de l'environnement. Il y a quand même tout un mouvement dans différents domaines qui, moi, me réconforte parce que ça vient justement d'acteurs très différents dans le monde, entrepreneurs sociaux, qui viennent de toutes sortes d'horizons, mais qui convergent vers cette même idée que nous sommes déjà des super coopérateurs, mais qu'on doit passer à un degré de coopération supplémentaire pour survivre. C'est presque une nécessité évolutive, un trait qui doit venir à la surface dans le groupe humain, la communauté humaine, pour justement survivre. Comme disait Martin Luther King, soit nous allons survivre ensemble comme des êtres altruistes, soit nous mourrons tous comme des idiots. C'est-à-dire que chacun pour soi, ça ne marchera pas dans un monde interdépendant.
Autre belle illustration chargée d'optimisme, elle évoque l'enfance, puisque des études ont montré que dès l'âge de 8 mois, un bébé aime partager ses repas et ses jouets avec d'autres petits êtres que lui. Un altruisme tout naturel. Altruisme, partage, compassion, sollicitude, autre terme du vocabulaire de Mathieu Ricard, l'engagement. Soutenir des causes pour aider les êtres en détresse est aussi une belle preuve de solidarité. Passons au secteur social avec le Conseil économique et social des jeunes qui s'est réuni le 22 avril dernier. Comme chaque année, plusieurs lycéens ont pris la parole afin d'exposer des vœux. Un reportage de Sandrine Nègre. Ils font partie des 3 lycées de la Principauté. Ces 36 élèves avaient rendez-vous mercredi au siège du Conseil économique et social à l'occasion de la séance plénière de la 8e édition du CES des jeunes, en présence bien sûr du président de ce Conseil économique et social, de son Excellence Philippe Narmineau, directeur des services judiciaires, président cette année de cette session, et du directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Objectif de ce rendez-vous, permettre aux rapporteurs des 5 groupes d'exposer les projets de vœux formulés, des thèmes variés liés à l'inscription du Barbadjan sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, à la création d'une carte de réduction pour les jeunes, au dynamisme des espaces et jardins publics, à des montants d'achat reversés dans un élan de solidarité ou encore au transport durable. Ces projets votés à l'unanimité seront ensuite présentés lors de l'assemblée plénière du Conseil économique et social classique au mois de juin. Depuis 2007, de nombreux vœux ont abouti à des concrétisations, à l'image du développement du numérique dans les écoles. Chaque année, le travail élaboré par ces jeunes et la formulation des vœux est le fruit d'une étroite collaboration entre le Conseil économique et social et la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Direction à présent le marché de la Condamine où était présentée la nouvelle édition du Petit Futé dédié à la Principauté. À cette occasion, les Halles Gourmandes ont proposé de nombreux produits. Les détails dans ce reportage. Convivialité, qualité et diversité, voici ce qui pourrait amplement qualifier le marché de la Condamine. Depuis exactement 1 an, il accueille chaque jour le public en soirée. Les commerçants de la halle proposent dorénavant une nouvelle offre. Le marché de la Condamine devient alors la halle gourmande du mardi au dimanche de 18h à 21h30. 12 mois plus tard, le bilan est plutôt positif. Oui, c'est une réussite. Bon, déjà le midi, comme vous le savez, c'est plein à craquer. Et aujourd'hui, bon, c'est l'occasion de rappeler que le marché est ouvert le soir et ça fonctionne vraiment très bien. Les gens sont très contents. Après, c'est vrai que le soir, c'est une ouverture, c'est un petit peu particulier. C'est pas tout à fait la même clientèle, mais on essaie de fournir des produits de qualité comme à midi. Et pour mettre en avant notamment cette halle gourmande, le Petit Futé Monaco, célèbre guide touristique, répertorie les adresses, bons plans et conseils astucieux pour profiter pleinement des ressources de la Principauté. La grande particularité, c'est qu'on est les seuls à faire un guide pratique sur Monaco. Il existe évidemment plein d'ouvrages, de beaux livres, etc. sur la Principauté, mais aucun éditeur n'a réalisé en fait un guide pratique pour bien consommer, bien voyager, visiter, enfin avec toutes les thématiques qu'on a l'habitude de traiter, c'est-à-dire les restos, les hôtels, la culture, les événements, etc. Donc c'est vraiment une des grandes particularités, c'est d'être exclusif. Ça fait partie d'une des stratégies du Petit Futé, c'est d'avoir des destinations où on est tout seul. À l'occasion de cette soirée de lancement du Petit Futé 2015, le Conseil interprofessionnel des vins de Provence était représenté par une sélection de ces prestigieux domaines viticoles. Et en bref, dans le reste de l'actualité, sachez que l'école FANB a récolté 1 945 € pour les Philippines. Après le terrible ouragan qui s'est abattu sur le pays en 2013, les élèves ont réalisé des photographies. L'intégralité de ces ventes a été reversée à la MAD. Les fonds permettront de financer la réhabilitation d'une école aux Philippines. Avant de refermer ce journal, découvrez le programme de la saison 2015-2016 de l'Opéra de Monte-Carlo. Une conférence de presse était organisée ce jeudi. José Sacré vous en dit plus.
Alors que la première représentation du dernier spectacle de la saison 2014-2015, Lady Macbeth de Minsk de Shostakovich, est donnée ce soir et après 2 heures, interprétée par les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda, le directeur de l'Opéra, a ce matin, sur la scène de la salle Garnier, présenté à la presse la prochaine saison de l'Opéra de Monte-Carlo. Une saison émaillée d'événements exceptionnels, à commencer par le retour en principauté de Cecilia Bartoli pour plusieurs projets. D'abord, un spectacle qui sera, je crois, anthologique, c'est cette Norma, que nous présenterons avec elle, avec Cecilia, donc au mois de février, dans une production tout à fait fantastique du Festival de Salzbourg, mais surtout l'annonce aujourd'hui de la création d'un ensemble de musique baroque et d'un projet de 6 ans lié à sa personne, les musiciens du Prince, qui donneront leur premier concert avec elle dans la cour du Palais Princier en juillet 2016, à une date à déterminer, mais je crois que c'est le type même d'aventure au long cours avec les plus grands que l'Opéra de Monte-Carlo se doit d'avoir. Outre Cecilia Bartoli, de nombreuses autres stars viendront se produire à Monaco. René Fleming et Juan Diego Forez en récital. Sonia Yoncheva et Philippe Jarouski chanteront Alcina de Handel en version concert. Ramon Vargas, Angela Giorgiou et Ludovic Tézier donneront un grand gala au profit de la Fondation à la mémoire d'Eduardo Vargas, le fils de Ramon Vargas, décédé à l'âge de 6 ans d'une maladie rare. Après un concert en novembre de Nathalie Stussmans et de son ensemble Orfeo 55, Jean-Louis Grinda proposera à l'occasion de la fête nationale monégasque une nouvelle production de Tosca. Un grand Puccini avec une grande distribution, Marcelo Alvarez, fantastique ténor, Martina Serafine et Bryn Terfel, qui est un artiste que le public et que nous aimons tous. Et puis la Walli. La Walli, opéra jamais joué sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo avec Eva Maria Westbrook, donnée en coproduction avec l'Opéra de Genève. Et puis un peu plus tard, une œuvre aussi jamais représenté chez nous, Le Joueur de Prokofiev, d'après Dostoïevski bien évidemment, et qui célébrera le 150e anniversaire du premier lyrique jamais joué au sein du Casino. Enfin, Attila de Verdi, mise en scène par Ruggero Raimondi, clôturera cette saison 2015-2016. Au cours de cette conférence de presse, Jean-Louis Grinda a signé la charte bois de la Fondation Prince Albert II de Monaco, en présence de son Excellence M. Fautrier, le vice-président de la Fondation. Nous avons choisi de nous mettre un impératif, c'est de ne plus utiliser dorénavant que du bois qui corresponde aux filières voulues par la Fondation Albert II, c'est-à-dire qui protège l'environnement, qui protège l'existence même de nos forêts. C'est un acte qui peut prêter parfois à sourire, parce qu'on se dit, bon, à quoi bon? Mais je crois que non, pas à quoi bon. Chaque petit geste fait par chacun d'entre nous est important. Et puis il était normal aussi que l'Opéra de Monte-Carlo, 50e signataire de cette charte bois, montre l'exemple dans le monde culturel et surtout soutienne l'action du souverain. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 15 à 21 degrés. Samedi, détérioration passagère avec un mercure stationnaire. Dimanche, ciel incertain, en grande partie nuageux et des températures proches des normales. Et enfin lundi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec une maximale de 18 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.